Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Alors en préparant mon intervention, je me suis dit que ça serait sympa pour illustrer mon parcours de vous montrer une photo de moi en train de faire de la recherche. Et je suis tombé sur celle-là, qui a, qui a été prise en décembre 2003, le jour de ma soutenance de thèse en biologie de la peau. Alors puisqu'on est entre nous, je dois vous avouer que j'ai quand même hésité un moment à vous la montrer. Mais pas pour ce que vous croyez. Non, en fait, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans cette photo. Mais en même temps, elle explique tellement bien, elle illustre tellement bien ce qui m'a amené par la suite à développer ce que j'ai appelé l'intelligence personnelle et dont on va parler, que je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, vas-y, montre-la. Alors, qu'est-ce qui m'a gêné dans cette image? Non. Si vous avez pensé que c'est ma coupe de cheveux, c'est pas très gentil, parce que j'ai exactement la même aujourd'hui. Non, plus sérieusement. Quand je regarde cette photo, ce qui me met mal à l'aise, c'est le contraste entre mon sourire et le souvenir que j'ai de ce que je vivais à cette époque-là. À cette époque-là, en effet, ça faisait environ 15 ans que je souffrais en quasi-permanence d'agoraphobie. Vous savez, cette peur des grands espaces et de la foule. Alors évidemment, quand on parle de souffrance, il y a toujours pire, hein. Mais vécu au quotidien, je vois pas vraiment d'autres mots pour l'expliquer. Imaginez par exemple qu'au lieu de remercier un ami qui a vraiment la gentillesse de vous porter les cours que vous avez ratés à la fac, vous lui suppliez à travers la porte de ne pas rentrer dans la pièce pour ne pas subir de nouveaux symptômes. Ou imaginez encore que le simple fait de traverser le couloir sur son palier pour aller chercher son courrier vous paraisse plus difficile que de courir le marathon de New York. Alors évidemment, il y avait des hauts et des bas, hein, les hauts permettant de faire à peu près comme tout le monde, et puis les bas, d'attendre que ça passe, surtout en espérant que ça passe. Alors balader de médecin en médecin, examen de tout genre, hein, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, électro-machin chose. La médecine étant incapable de trouver ce que j'avais, le diagnostic était tombé. C'est dans votre tête, monsieur Pommeret. Dans ma tête? Mais il n'y a rien dans ma tête. Effectivement, pour moi, je n'étais pas malade. La maladie, c'était uniquement mes symptômes. Une sensation d'ébriété en permanence, qui faisait que dans les soirées, quand je refusais un verre d'alcool, je passais pour quelqu'un de très vertueux, de très sobre. Non merci, j'en ai pas besoin. Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bref, perte de la vision, sensation de mourir, que des choses super agréables, quoi. Mais ma tête, elle allait très bien. Toujours dans les premiers de la classe, major de DEA, la meilleure mention pour le doctorat, avec les félicitations du jury en plus. Alors qu'est-ce qui tournait pas rond dans ma tête? J'ai compris qu'il s'agissait d'un problème, de traitement de l'information. Vous savez, ces signaux qu'on capte en permanence. Ce traitement suit toujours ce schéma-là. Réception de l'information, analyse de l'information, prise de décision, action. Et bien parfois, notre analyse de l'information nous pousse à prendre des décisions mais totalement absurdes contre nos propres intérêts. Tenez, si on reprend l'exemple des phobies, quand on se fige devant une araignée de 20 cm d'envergure, ça peut paraître normal, on peut se faire mordre, et puis bon, il faut dire qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir ça tous les jours, hein. Allez, mais franchement, entre nous, une petite araignée de quelques millimètres, c'est ridicule. Allez dire ça à un arachnophobe, hein. Il le sait que l'araignée peut rien lui faire, c'est même plutôt le contraire. Mais son système interne d'analyse de l'information lui donne une mauvaise interprétation de l'information et il va le mettre en panique. Alors du coup, il y a d'autres anecdotes, hein, qui sont intervenues et qui ont alimenté tout ça. Un autre exemple, pendant mon doctorat, grosse panique, parce que vous savez, on n'a que 3 ans pour faire sa thèse, et puis ça faisait des mois que j'arrivais pas à avancer, je galérais. J'arrivais pas à mettre en culture des kératinocytes primaires et des fibroblastes de souris dans du milieu des MEM. Non mais attendez, pourtant c'était facile. Il suffisait de kélater le sérum de veau fœtal pour diminuer la concentration des ions Ca++ et désenrichir le milieu. Mais oui, bien sûr. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que malgré que cette information était connue dans le laboratoire et qu'on faisait régulièrement des réunions pour parler de nos problèmes, il a fallu que j'en parle par hasard devant la machine à café à un collègue pour avoir la réponse. Et c'est finalement ça qui m'a apparu comme très important pour faire avancer la recherche. Comment trouver rapidement des remèdes aux maladies si on n'est pas capable, nous-mêmes dans le laboratoire, d'organiser nos connaissances, notre mémoire, et qu'on passe notre temps à réinventer la roue? En me renseignant un peu, j'ai appris que gérer l'information et gérer les connaissances, ça pouvait s'apprendre. Et qu'il y a même des gens qui avaient travaillé sur le sujet dans le domaine économique et des entreprises et qui avaient appelé ça, attention gros mots, l'intelligence économique. Alors de quoi s'agit-il? L'intelligence économique?
va permettre, par la maîtrise de l'information, d'être plus compétitif, plus performant. Ça sert aux entreprises, aux associations, aux ONG, etc. Et ça passe par 3 étapes essentielles: la recherche, la collecte, l'analyse, la diffusion de l'information. Dans mon métier, on appelle ça faire de la veille. Quand il s'agit non pas d'information mais de connaissances, on parle de management des connaissances. Le deuxième volet, c'est la sécurité et la protection des biens matériels et immatériels, son savoir-faire, ses connaissances, son patrimoine. Et le troisième volet, l'influence. Alors d'un point de vue communication, arriver à convaincre les autres, mais aussi d'un point de vue normatif, pour rendre l'environnement plus propice à son développement. Alors évidemment, tout ça se fait de manière légale, on ne parle pas d'espionnage ou de manipulation, comme on l'entend d'ailleurs malheureusement parfois dans les médias. Un exemple, une petite entreprise dont la qualité des produits va être critiquée sur Internet de manière injuste et anonyme. Le chef d'entreprise, il a besoin de réagir au plus vite, donc pour ça, il faut qu'il détecte l'information. C'est grâce à la veille. Et il va falloir qu'il se redonne une bonne réputation, donc il communique. C'est l'influence. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour protéger son patrimoine, protéger ses emplois, son entreprise. Alors les entreprises ont maintenant des outils pour bien gérer l'information, parce que forcément, dès qu'il y a un petit peu d'argent en jeu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer. Mais que se passe-t-il pour les individus? Comment on leur apprend, les individus, à gérer l'information au quotidien? Est-ce que par exemple, vous pensez qu'à l'école, on apprend bien à rechercher de l'information sur Internet à vos enfants? Je me doutais de la réponse. Est-ce que vous pensez que les adolescents savent comment se protéger et comment réagir en cas de rumeurs sur Facebook? C'est limite, hein? Et vous, est-ce que vous sauriez le faire? Et est-ce que vous sauriez l'apprendre à vos enfants? Ou même à vos parents? Car les seniors aussi sont concernés. On vit plus longtemps, et c'est tant mieux, et de manière autonome, et c'est encore tant mieux. Et il y a de plus en plus de sites web qui sont destinés aux seniors. Mais est-ce que les seniors savent vraiment les identifier, ces sites, les utiliser? Je ne parle même pas d'utiliser correctement un ordinateur. Vous voyez que malheureusement, on n'est pas nombreux à pouvoir répondre oui à toutes ces questions. Alors certains, pourquoi on ne peut pas répondre oui à ces questions? Tout simplement parce que quand c'est évident, on ne pense pas à nous l'apprendre. Ou même pire, on n'a même pas conscience qu'il soit important de nous l'apprendre. Alors certains qui ont cette conscience-là rentrent dans des démarches de développement personnel. Et c'est très bien. Si ce n'est qu'il n'existe pas de méthode, j'insiste sur le mot méthode, de développement personnel qui permettent de bien gérer toutes ces questions-là sous le prisme de la gestion de l'information. Mais qu'il n'y ait pas de méthode, finalement, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Car comme le disait Emerson, l'homme qui comprend les principes peut choisir ses propres méthodes avec succès. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas les méthodes, comment on fait les choses, finalement, c'est de comprendre les grands principes, pourquoi on fait les choses. Une fois qu'on a compris pourquoi, c'est beaucoup plus facile de développer ses propres méthodes. Et bien alors je me suis demandé, mais quels peuvent être ces grands principes qui pourraient aider les individus au quotidien à mieux gérer les informations? Et je suis parti des travaux d'Abraham Maslow, un psychologue américain qui, dans les années 40, nous a éclairé sur les grandes étapes à suivre pour nous épanouir. En travaillant sur la motivation, il a identifié 5 grands besoins à assouvir et surtout un ordre dans lequel enchaîner ces besoins pour s'épanouir. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Respirer, manger, boire et plus si affinité. Je vous laisse lire le support. Le deuxième besoin, le besoin de sécurité. Avoir un environnement stable, prévisible. Puis arrive le besoin d'appartenance. Rechercher l'amour et l'affection des autres. Dans l'ordre, le besoin d'estime, le respect de soi, la reconnaissance et l'appréciation des autres. Et puis tout en haut arrive le besoin d'accomplissement de soi, le sentiment d'avoir accompli un but dans sa vie. Donc Maslow nous dit qu'on ne peut, normalement, en général, alors il y a des exceptions, on ne va pas s'intéresser à un besoin supérieur en haut de cette structure tant qu'on n'a pas assouvi ses besoins plus inférieurs. Évidemment, quelqu'un qui, avant de se préoccuper de la reconnaissance et l'appréciation des autres, il est peut-être mieux d'abord avoir mangé, dormi et être en pleine forme, on est bien d'accord. Et je suis parti de ces 5 principes-là pour développer les 5 grands principes de ce que j'ai appelé non pas l'intelligence économique personnelle, mais tout simplement l'intelligence personnelle. Si ce n'est que dans l'intelligence personnelle, nos besoins physiologiques ne sont pas de manger, de boire, de respirer, mais notre alimentation en information. Ainsi, le premier besoin essentiel est la recherche d'information et la veille. Apprendre à rechercher l'information utile, la bonne information, dans un environnement justement sursaturé en information, va nous permettre de faire de meilleurs choix, c'est-à-dire ceux qui correspondent à nos valeurs,
ceux qu'on aura le moins de chances, entre guillemets, de regretter par la suite. Par la recherche d'informations, quand on la maîtrise, on va identifier ce que font de bien les autres, pour pouvoir le faire nous-mêmes. Les erreurs à éviter pour ne pas les commettre. À ne pas croire la dernière rumeur qui court sur les réseaux sociaux, parce qu'on va croiser les sources. À identifier peut-être un métier dont on ne soupçonnait même pas l'existence et qui pourrait nous convenir. Le deuxième principe, on cherche à se protéger, à sécuriser ce qu'on sait, à maîtriser ce qu'on peut se permettre de dire ou pas, notamment sur Internet. Le respect de la vie privée dans les réseaux sociaux est devenu quand même quelque chose d'essentiel en ce moment. Imaginons cet adolescent, parce que c'est super drôle, qui s'est pris en photo avec une cigarette un peu bizarre à la main et qui a mis sa photo les fesses à l'air sur Facebook, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qui va se passer quand cet adolescent va chercher un travail, quand il est passé nouvel adulte, et que son futur employeur potentiel va taper le nom de la personne sur Internet, parce que c'est ce que tout le monde fait maintenant, on tape tous le nom des candidats, et qui tombe sur cette photo, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'il va l'embaucher? Alors ça dépend dans quel métier. Non, alors vous allez me dire, ah mais oui, mais sur Facebook, moi j'ai un groupe privé, c'est que entre super copains. Super copain d'un jour ne rime pas avec toujours, c'est pas vrai. Et je peux vous garantir, c'est mon métier, on trouve des trucs hallucinants sur Internet. Ça finit toujours par fuiter ce genre de photos, parce que justement c'est très drôle. Le prochain besoin, c'est le besoin d'appartenance, c'est qu'on va développer un réseau réel, un réseau de relations, ou en ligne, et surtout d'apprendre à y véhiculer ses idées, à y faire preuve d'influence. Apprendre ces techniques d'influence va nous servir dans la vie de tous les jours, pour se faire entendre et comprendre de l'administration. Personne ne rigole, c'est bien. Mais aussi auprès de sa hiérarchie, pour essayer d'avoir la fameuse promotion qu'on espérait tant avoir. Effectivement, pour cela, il faut apprendre à maîtriser sa communication verbale, sa communication non verbale, apprendre le fameux art de la négociation, mais aussi apprendre ce qu'on appelle la communication non violente, pour éviter de blesser les autres avec ses propos ou de se lancer dans des conflits. Ou encore, très important, apprendre à dire non, tout en respectant les autres. Le besoin suivant, le besoin d'estime de soi passe dans l'intelligence personnelle par la reconnaissance, par le retour d'image des autres, c'est-à-dire notre réputation ou notre irréputation sur Internet. Alors avoir une bonne réputation va servir de vaccin contre les rumeurs contre vous, mais ça va nous servir aussi à créer le climat de confiance favorable à l'accomplissement de vos objectifs. Un exemple, la fameuse promotion que vous attendiez tant et qu'on ne vous a pas donnée parce qu'on a estimé que vous n'aviez pas les épaules assez larges pour ça. Mais vous le saviez, vous étiez capable pourtant. En amont, si vous travaillez sur votre réputation, que vous faites savoir de quoi vous êtes capable, on peut limiter ce genre d'écueil. Le dernier principe, apprendre à bien gérer ses compétences et manager ses connaissances va nous servir dans tous les domaines que l'on a vu là jusqu'à maintenant. C'est bien pour ça que je n'ai pas rajouté un niveau supplémentaire sur la structure, je l'ai mis de manière transversale, comme une colonne vertébrale. C'est à ce stade que l'on va essayer de se dépasser, que l'on va essayer, par exemple, de trouver une autre voie pour son épanouissement, qu'on fait le bilan de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire pour s'améliorer. Qu'on identifie, peut-être, pourquoi pas, un métier qui correspondrait plus à ses valeurs, ou une entreprise qui correspondrait plus à ses valeurs. L'objectif, c'est de partir le matin sans la boule au ventre et de ne pas finir en burn-out. Alors bien évidemment, tout comme Maslow nous l'a expliqué, ici, il convient de suivre, il n'est pas nécessaire de suivre exactement cet ordre-là. Il faut travailler en parallèle de manière globale sur tous ces principes-là. Mais on a quand même là un ordre à peu près logique dans lequel enchaîner tous ces différents principes. Par exemple, on ne va pas commencer à se préoccuper de sa réputation, ça paraît logique, si on n'a pas commencé à interagir avec les autres. Sinon, cette réputation, elle s'applique auprès de qui? Et avant d'interagir avec les autres, il faut bien avoir d'abord savoir ce qu'on peut se permettre de dire ou pas. Et pour savoir quoi dire ou pas et comment le faire, il faut maîtriser la recherche d'informations et accumuler de l'information via la veille. La veille, c'est vraiment la base de tout.
C'est ce qui va nous permettre de nous informer et de nous auto-former dans tous ces grands principes-là. Alors tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert de vouloir atteindre des sommets si c'est pour se retrouver tout seul en haut de la montagne? Mais ces choix-là, ces choix que l'on prend, ils ne vont pas s'appliquer qu'à soi-même, ils vont s'appliquer à ses proches, à sa famille, à ses amis, qu'on va conseiller plus justement. Et donc, par effet boule de neige, qui vont servir à améliorer la société. Sans parler d'un choix plus conscient de son bulletin de vote. Sans aucune transition ni aucune allusion. Certains savent utiliser l'information pour nous manipuler. Mais en maîtrisant la recherche d'informations, pour distinguer le vrai du faux, et en connaissant nous-mêmes ces différentes techniques, alors non pas pour les utiliser, mais pour se défendre et pour garantir la liberté de ses choix, nous ne pouvons que devenir de meilleurs citoyens. Alors tous ces principes-là devront être enseignés le plus tôt possible à l'école. Je sais que certains enseignants le font de manière intuitive et un peu à leur manière, mais malheureusement, ce n'est pas une généralité. Arrêtons dès maintenant de nous faire manipuler. Et oui. Ne prenons pas le risque en fin de vie de regretter de ne pas avoir fait les bons choix. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu accès à autant de connaissances et d'informations et de manière aussi facile. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est pas un scoop, malheureusement, on sait que l'avenir de la planète est menacé. Et je ne dis pas qu'il soit nécessaire d'inventer de nouvelles choses pour essayer de limiter la casse. Mais il y a déjà plein de bonnes idées, plein de bonnes initiatives qui mériteraient d'être déployées à grande échelle. Mais encore faut-il les identifier, ces initiatives. C'est là qu'intervient la veille. Encore faut-il les faire savoir. C'est là qu'intervient l'influence. L'idée derrière tout ça, c'est de ne pas réinventer la roue et de perdre du temps comme j'en ai perdu pendant mon doctorat. À propos de temps d'ailleurs, j'ai mis un bon moment de mon côté à accepter d'être diagnostiqué agoraphobe et donc de pouvoir envisager de me guérir. Ne faisons pas la même erreur et prenons tous conscience dès maintenant que nous sommes tous ici présents de grands malades de l'information. Et à ce moment-là, pour nous guérir, que diriez-vous de suivre une thérapie comportementale qui pourrait s'appeler, je ne sais pas moi, l'intelligence personnelle par exemple? Merci de votre attention.